Bonjour, c'est Bruno Salomon. Bienvenue dans 100% PSG La Tribune, le podcast débat d'ici Paris-Île-de-France, épisode 54 aujourd'hui. On vous attend, nombreuses et nombreux, sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous. D'ailleurs, objectif 13 000 abonnés avant la fin de semaine. Je suis persuadé que c'est atteignable. Et aujourd'hui, avant d'ouvrir les portes de la tribune, vous allez me voir arriver, je voudrais adresser mes félicitations. Oui, mes félicitations à un homme, une seule personne, Antoine Kombouaré, ancien coach du Paris Saint-Germain, entraîneur du PFC, qui a tendu tout d'abord un superbe piège sportif au Paris Saint-Germain hier soir. Bravo à lui. Et surtout, merci, monsieur Kombouaré. Seule personne franche et sincère hier pour féliciter le Paris Saint-Germain. La poignée de main à chaque joueur lors de la haie d'honneur, la petite tape sur la tête pour Warren Zaïre-Emery, tout cela venait du cœur, tout cela était sincère, à comparer de certaines choses que l'on a pu voir. Pour le reste, je n'ai pas envie de dire merci, bien évidemment, à la LFP pour cette cérémonie complètement claquée, à la préfecture de police pour les refus de célébration ailleurs, pourquoi pas dans le Parc des Princes juste après à 23h, et qui ça s'est vraiment comporté, voilà, je trouve ça nul. Et puis vraiment, le Paris FC aussi, je suis désolé de vous le dire, mais le comportement était celui d'un petit club. Dans la presse, ces dirigeants viennent cirer les pompes du Paris Saint-Germain, dire que c'est des amis, qu'il y a une fraternité, mais en revanche, ils refusent que le Paris Saint-Germain célèbre ailleurs que devant son parkage. Et la speakerine n'arrête pas de parler, pour même pas un mot, pour féliciter le PSG. Elle continue ses opérations commerciales. Bref, avec des amis comme ça, t'as franchement pas besoin d'ennemis dans le milieu du football. Ah oui, une dernière chose, même il va vraiment falloir une chose du côté du Paris Saint-Germain. Le derby, je sais que le PSG n'en a strictement rien à faire, mais il va vraiment falloir mettre les deux pieds dedans, parce que d'un côté, tu as le PFC qui tape la tête contre les murs et qui profite finalement de ce derby pour se faire une notoriété, et en face, nous, le PSG, on les regarde comme des gros chats à pas vouloir y aller. À un moment donné, messieurs, il va quand même falloir vraiment le prendre pas par-dessus la jambe, ce derby, mais vraiment mettre quelque chose, parce que ça fait 2 fois quand même, 2 défaites cette saison face au PFC. Moi, j'accepte pas. 100% PSG, Bruno Salomon, la tribune. Au sommaire de cette tribune, le PSG qui rate son derby, une défaite 2-1, qui fait tâche pour des Parisiens pas très intéressés par ce match face au Paris FC. Le PSG est championnat terminé. On en parle dans le j'aime ou j'aime pas, et on se demandera aussi si enfin c'est le point de départ d'une rivalité qui a été franchie pour le derby de Paris. Justement, par rapport à mon introduction, j'aimerais bien savoir si nos débatteurs pensent que, allez, enfin, on va pouvoir parler d'un derby à Paris par rapport à tout ce qui s'est passé sur le terrain, mais aussi en dehors. On évoquera la Ligue 1. Est-ce que, voilà, les choses à retenir, ce qui vous a le plus marqué dans cette saison pour le championnat, qu'est-ce qui vous a marqué? Et puis bien sûr, ne vous inquiétez pas, je sais, on est à 12 jours de la finale de la Ligue des Champions. On s'y habitue quand même. Ça commence à devenir, c'est sympa. En fait, en gros, toutes les fins mai, tu sais que tu as un truc prévu maintenant. Même quand tu prends ton, je sais pas, mariage, baptême, tout, laissez tomber. Le 30 mai, prenez la date de la Ligue des Champions et dites-vous, peut-être que le Paris Saint-Germain a un truc. En tout cas, le Paris Saint-Germain va préparer cette rencontre dans 12 jours face à Arsenal, avec un match amical en interne. Est-ce que c'est suffisant pour garder le rythme de cela et du reste? On en parle dans 100% PSG La Tribune. C'est parti. 100% PSG, La Tribune. Qui compose l'équipe du jour? Et il faut que je vous explique une chose. Il y a un truc qui me plaît, c'est qu'au départ, dans la tribune, tu lances une bouteille à la mer, tu dis qui est disponible. Alors tout d'un coup, tu te retrouves à 1, 2, 3, puis d'un coup, on est 5 dans le studio, et ça me plaît. J'aime ce genre de moment, et on retrouve autour de la table, je vais dire leur nom, et puis après on se dira bonjour. Jonathan Ben Sadoun, Canal Supporter, Elias Peters, 90 minutes, Haris Djedani, Football National, et enfin Alexandre Letellier, ancien joueur du PSG. Messieurs, bonjour. Bonjour. Oh oui, c'est une partition, c'est beau. Je suis heureux de vous retrouver, les copains, pour parler de ce derby tout d'abord, et après la Ligue des Champions. Mais on va parler de cette défaite du Paris Saint-Germain, de cette célébration complètement claquée. Alors ne vous inquiétez pas, dans les j'aime pas, j'ai demandé à mettre la célébration de côté. On va y venir justement avec la petite question autour du derby, défaite 2-1 du Paris Saint-Germain hier dans les derniers instants, alors que le PSG a mené 1-0. Le PSG qui, selon Luis Enrique, a fait le plus mauvais match depuis qu'il est arrivé au Paris Saint-Germain.
C'est dire quand même là où on a placé la barre du côté de certains joueurs du PSG. Les amis, on va faire le tour de table et je vais attaquer avec toi, Ilyes, pour ton j'aime ou ton j'aime pas. Qu'est-ce que tu as peut-être aimé ou pas aimé? Compliqué de trouver un j'aime après ce match, mais j'aimerais quand même revenir sur les déclarations de Luis Enrique parce que comme lui, j'ai vraiment pas aimé cette prestation du Paris Saint-Germain hier, mais j'ai aimé sa prise de parole après le match, que ce soit au micro du diffuseur ou devant nous en conférence de presse. J'ai aimé qu'il tire un peu les oreilles de ses joueurs publiquement. C'est assez rare pour être souligné. Tu l'as dit, il a déclaré que c'était le pire match de son équipe depuis son arrivée au Paris Saint-Germain. Je suis devant ces déclarations-là. Il parle d'un manque d'intensité, d'un manque d'ambition et c'est clairement ce qu'on a vu. Je trouve ça courageux de sa part de le reconnaître publiquement et de faire un rappel à l'ordre à 2 semaines de la Ligue des Champions. Il s'est senti un peu sans doute trahi par ses joueurs parce qu'il savait qu'il n'y avait pas d'enjeu pour le Paris Saint-Germain, mais on sait que lui, c'est un entraîneur très compétitif et il espérait sûrement que son équipe affiche un autre visage. Donc le PSG a quand même mené dans ce match, il faut le rappeler, mais ils se sont fait tromper par le doublé de Gori et ont perdu le dernier match de la saison. C'est une fausse note qui n'a pas de conséquences. Mais j'aime ce petit rappel à l'ordre de Luis Enrique après le match. On va profiter d'avoir un ancien professionnel qui a connu les méthodes Luis Enrique. Ça peut être un temps à l'orage quand il n'est pas content, Alexandre. Moi, je me rappelle de sa tête le jour du titre de Toulouse, quand vous perdez face à Toulouse 3-1. C'était pas la fête. Ah bah non, pour l'avoir vécu, ça montre le bonhomme, hein. Peu importe le match, peu importe la compétition, il veut tout gagner. Et après encore, si voilà, il pouvait tirer du positif du match, je pense qu'il aurait eu un discours différent. Mais pour qu'il soit en colère comme ça, c'est que vraiment il a vu des choses qui lui ont déplu. Il n'a pas reconnu ses joueurs. Et quand tu sais que tu prépares, mine de rien, que c'est ton dernier match officiel pour préparer ta finale de Ligue des Champions, je pense que voilà, ça lui a pas fait plaisir. Et le fait qu'il le dise comme ça à la presse, c'est aussi, je pense, pour mettre une grosse alerte à ses joueurs. Parce qu'en plus, Jonathan, il l'avait dit, c'était pour préparer, et il n'a pas arrêté de le dire lors de la conférence de presse du samedi, Luis Enrique, c'était pour préparer la Ligue des Champions, cette rencontre. Je pense que ça peut être aussi il y a un effet un peu cumulatif là-dedans parce que il y a eu aussi le match contre Lens où quand même Paris a été en grande difficulté et tu as dû avoir un grand Matvei Safonov pour ne pas perdre ou au moins pour gagner cette rencontre. Et là, en termes d'intensité, en termes d'intention, c'est vrai que je trouve que l'équipe n'a pas été au rendez-vous et même certains joueurs, et ce sera mon j'aime pas d'après, qui quand même, je trouve, sur ces dernières semaines, avaient quand même peut-être des petites cartes à jouer, n'ont pas saisi ce genre d'opportunité. Et je pense que ça peut aussi frustrer Luis Enrique parce qu'il le répète souvent, c'est pas que 11 joueurs, c'est toute une équipe, c'est tout un groupe. Et si en fait finalement ça se résume qu'à en fait à être à fond à 100% sur la Ligue des Champions et un peu mettre de côté la Ligue 1 et surtout pour les remplaçants, ça perd, je trouve, peut-être un peu ça peut avoir des effets un peu en conséquence derrière. Bon, évidemment, pas sur cette saison, parce qu'il y a des champions, mais pour lui, je pense déjà à la saison prochaine. Moi, je pense qu'on arrive à la fin d'un cycle et qu'il va peut-être falloir un peu changer quelques pièces du moteur. C'est comme ça que ça se ressent. Haris Djenadi, c'est ta deuxième participation avec nous de Foot National. Haris, avec toi, ton j'aime ou ton j'aime pas? Ça sera un j'aime et ça concerne Fabien Ruiz. Je trouve son retour extrêmement important pour l'équipe. Il apporte de l'équilibre avec sa qualité technique. Il est important dans la ressortie de ballon. Il y a aussi des circuits de passe préférentiels avec Vara. Côté gauche, on les voit souvent combiner les deux. Et au-delà de ce qu'il apporte au collectif, je trouve qu'il est élégant. Quand il a le ballon sur ses contrôles de balle, il se projette aussi vers l'avant. Il fait une passe décisive pour Barcola sur le premier but. Et sa gestion aussi de la part de Luis Enrique depuis son retour de blessure, elle a été intelligente. Il a eu un temps de jeu assez progressif et il est revenu assez naturellement dans le 11 et il n'y a pas de doute, je pense, pour moi, qu'il débute cette finale de Ligue des Champions. On sent qu'il est à peu près prêt, qu'on est sur une jauge à 75-80% pour Fabien Ruiz, Ilyes. Justement, on se posera un peu plus tard la question de est-ce qu'il faut un match amical ou quoi. Je pense que concernant Fabien Ruiz, il manque peut-être encore un poil de rythme pour retrouver l'efficacité et l'impact qu'il avait la saison passée. Pour en revenir à son match d'hier, moi aussi j'ai bien aimé. J'aime sa faculté à combler sa lenteur entre guillemets par son intelligence et exploiter les zones libres et tout. Je mettrais quand même un petit bémol. J'ai trouvé qu'il était
peut-être un peu trop sur les épaules de Dimitri Lucea, le jeune joueur qui a débuté à gauche, en lui donnant des consignes parfois un peu avec véhémence, alors que Lucea avait du mal dans les premières minutes. Et j'ai remarqué ça vu du stade. Donc j'aurais préféré qu'il l'accompagne un peu plus, qu'il l'encourage. Et voilà, maintenant, moi je reste dubitatif sur sa titularisation à Fabien Ruiz en finale de la Ligue des Champions. Tout dépendra de son état de forme et des 10, des 15 prochains jours du Paris Saint-Germain. Quand on a un Warren Zaïre-Emery qui est brillant, que Achraf Hakimi postule aussi pour retrouver une place. Il y a pour moi 12 joueurs qui postulent pour être titulaires. Donc Luis Enrique devra faire un choix et Fabien Ruiz pourrait le payer. Je garde le débat, bien évidemment, de savoir qui il faudra choisir, peut-être entre Warren Zaïre-Emery et Fabien Ruiz. Juste pour revenir justement sur le match de Dimitri Lucea, qui a été compliqué. On rappelle, il y a eu un protocole commotion qui a été déclenché pour ce jeune homme à la 45e minute de jeu. C'est pour ça qu'on a eu 6 changements dans cette rencontre et que ce garçon a été remplacé. Il a pris un choc avec Jonathan Iconé. Ça a un peu frotté, mais il a été quand même en difficulté dans cette rencontre. Il avait été bon contre Lens, je trouve, son quart d'heure, Alexandre. Et là, ça a été plus compliqué. C'est toujours le deuxième match qui est le plus difficile quand on se lance dans le grand bain chez les professionnels. C'est jamais évident quand tu es jeune comme ça et que tu es lancé dans le grand bain, hein. Le premier match qu'il fait, bon, il rentre en jeu, donc c'est différent. La préparation est différente. Et là, quand tu commences titulaire, c'est peut-être pas la même pression, etc. Et en plus, quand tu rentres dans un match où tu es un peu en difficulté, ça se passe pas forcément bien, ça aide pas. Et puis derrière, le fait qu'il prenne un impact, ça a dû un peu l'enfoncer. Mais juste, quand on a les anciens comme Ruiz qui l'engueule un petit peu, Marquinhos a beaucoup compensé. Hein, pour le coup, il a fait le maximum pour essayer de le tenir. Safonov a été très paternel quand il a pris le coup à la tête. C'était le seul qui était vraiment à ses côtés en train de lui dire est-ce que ça va, est-ce que ça va. Est-ce que c'est peut-être aussi pas facile d'avoir des Fabien Ruiz qui te gueulent dessus en disant oh, réveille-toi, fais quelque chose. Après, tout dépend de la personnalité du petit. C'est soit ça l'enfonce, et du coup, il va être encore moins bien, ou soit justement, ça lui donne une source de motivation à se mettre au diapason pour être au niveau avec les grands, parce que bon, tu as quand même la chance de rentrer titulaire dans une équipe qui est championne d'Europe, donc ça montre l'équipe dans laquelle tu rentres. Donc voilà, tout dépend de la personnalité. Et puis, je pense que ça aide toujours aussi d'avoir, comme tu dis, tu vois, des joueurs plus âgés, plus expérimentés qui ont ce côté paternel pour te mettre dans les meilleures conditions. En tout cas, ce qui est sûr, hier soir, Pierre Ducrot, notre consultant d'un soir, qui a fait son retour sur l'antenne d'ici par Île-de-France pour commenter un match, l'a trouvé intéressant, Lucas, mais par contre, il trouvait qu'il se mettait trop de 3/4 dans ses prises de balles. Donc en fait, il avait dans son dos sa ligne de touche, et donc il ne regardait pas correctement devant lui, ce qui agaçait Kvaratskhelia et Fabien Ruiz, parce qu'ils n'étaient pas servis. En fait, chaque fois qu'il touchait le ballon, il était de côté comme ça, et il jouait intérieur, et voire derrière, et donc il ne se projetait pas vers l'avant, mais parce que je pense que dans ses premiers ballons, il était peut-être un peu coincé en fait. Il faut aussi rappeler que Dimitri Lucea, qui a 19 ans, a évolué toute la saison en défense centrale. Donc il découvre aussi un peu le poste de latéral gauche. Hier, il avait un sacré client face à lui parce qu'il connaît, c'est pas un ailier lambda de Ligue 1, c'est un ancien international français qui a de l'expérience. Donc voilà, pour conclure rapidement sur Lucea, mais c'est vrai que son premier quart d'heure a été très délicat dans les relances, dans les duels. J'ai trouvé un peu à l'envers, mais j'ai bien aimé sa réaction et il s'est pas noyé, je trouve. Il a pas pris le bouillon total. Ouais, voilà, il s'est redressé jusqu'à avoir pris ce coup à la demi-heure de jeu et sa sortie. Donc première titularisation assez contrastée, mais pas cauchemardesque. En tout cas, on à suivre, bien évidemment, mais on l'a vu glisser central gauche, d'ailleurs, quand le PSG passait en position pour attaquer, en tout cas. Jonathan, avec toi, ton j'aime ou ton j'aime pas, s'il te plaît. C'est dans la continuité de ce que je disais tout à l'heure. Alors, c'est pas un j'aime pas, c'est ce que je t'avais dit par message, j'aime moyennement. Parce que on devrait faire une catégorie j'aime moins. Voilà, parce que je vais être un peu mesuré, c'est sur Bradley Barcola. Bradley Barcola qui a été pour moi l'homme du début d'année 2026, janvier-février, et sa blessure, je trouve, à Stamford Bridge lui a fait pas mal de mal. Alors visiblement nos confrères de l'équipe ont dit qu'il n'était pas encore à 100% de son état physique. Malgré tout, je trouve que je retrouve un peu des choses qui me dérangeaient chez lui, cette espèce un peu de nonchalance, ce côté un peu petit agneau qui va pas au duel, quand il frappe ça manque un peu d'intensité, de conviction, et en fait je trouve ça dommage parce que pour le coup c'était avant
l'explosion de Kvaratskhelia ou encore la confirmation de Dembélé, le meilleur offensif du Paris Saint-Germain sur le début de l'année 2026. Et finalement, avec cette blessure et en plus de ça, ses performances, son entrée au jeu au Parc des Princes contre le Bayern, ses matchs aussi en Ligue 1, etc., je trouve que petit à petit, il a retrouvé ce rang de 4e attaquant, ce que je trouve dommage pour lui, d'autant qu'en plus, il va y avoir des négociations pour une potentielle prolongation d'ici cet été. Donc ça peut être aussi un dossier de savoir est-ce qu'il va vraiment rester au Paris Saint-Germain ou partir. Et je pense que s'il avait continué en tout cas sur sa belle lancée et vraiment il avait pris cette espèce de maturité dans son jeu, je pense qu'il n'y aurait pas eu de débat et il aurait vraiment pu rester au Paris Saint-Germain en ayant un vrai rôle presque de titulaire pour la suite. Là, je le vois encore 4e et je le vois encore démarrer sur le banc pour la finale de la Ligue des Champions, quoi. Oui, clairement. Harris, moi j'ai l'impression. Alors qu'on n'aurait pas pu se dire ça après le match de Chelsea. Après le match de Chelsea, on se disait presque quelle catastrophe qu'il soit pas là pour Liverpool. C'est ça. Et finalement, en fait, là, on rentre, il rentre dans le rang. Et je trouve ça dommage. Harris, moi j'ai l'impression qu'il fait la gueule. Ou en tout cas, il boudasse, je sais pas. On a un Bradley Barcola et en plus, je pense que le tir de Luis Enrique. Il fait partie des candidats pour avoir pris le tir. Exactement, et c'est d'autant plus frustrant parce que dans cet effectif du Paris Saint-Germain, il a quand même un profil assez unique. Avec sa vitesse, quand il prend le dos des défenses adverses, c'est difficile de l'arrêter. Il avait réussi à trouver de l'efficacité dans le but, un peu comme Dembélé en début de 2025. Et c'est dommage. C'est dommage parce que je pense qu'il a vraiment un rôle à jouer dans cet effectif. Et quand Enrique, par exemple, l'année dernière, le titularise à Aston Villa ou au Liverpool, c'est lui qui fait la différence sur les premières minutes par sa vitesse et c'est frustrant. On le met pas assez en avant, il est pas assez bichonné, câliné. Moi, j'ai cette impression-là. Il faut quand même mentionner le fait que Barcola est le meilleur buteur du PSG cette saison en Ligue 1. Donc il termine à 11 buts et c'est lui le top scorer du PSG. Après, 11 buts, c'est pas non plus pharaonique, si je puis dire. Non, je pense que c'est la plus petite moyenne pour un buteur du Paris Saint-Germain, un meilleur buteur du Paris Saint-Germain. Pour en revenir sur lui individuellement, en fait, je pense que son coup de moins bien arrive vraiment au mauvais moment parce qu'on sait qu'une saison, pour un joueur, c'est fait de cycles. Et cette saison, je trouve que chaque joueur offensif du PSG a eu son creux de 1 mois, de 2 mois. Kvaratskhelia, on parlait de sa première partie de saison assez moyennasse. Désiré Doué, il a eu son coup de mou en janvier-février. Bradley Barcola, malheureusement, ça arrive dans le sprint final. Et quand Luis Enrique doit trancher pour son 11 titulaire à Budapest. Et je pense qu'il a conscience désormais qu'il ne sera pas titulaire en finale de la Ligue des Champions. Et c'est peut-être pour ça qu'on ressent un peu moins d'envie, un peu plus de nonchalance dans ses prestations. Son match hier, il n'est pas bon malgré son but. Et sa première période à Lens en milieu de semaine, c'est encore pire. Il ne fait pas de différence, il ne fait pas de course. Donc je pense qu'il a tiré un trait sur une éventuelle titularisation à Budapest et que ça joue dans sa tête et dans ses performances. Moi, j'ai l'impression, je vous donne mon ressenti, j'ai l'impression qu'il fait passer un message comme quoi il ne veut plus rester dans le secteur et qu'il va falloir se mettre autour d'une table. Moi, la prolongation, j'y crois absolument pas pour lui, en tout cas. D'autant que là, je voyais, depuis qu'il est revenu blessure en Ligue 1, il est titulaire sur 6 des 7 derniers matchs de Ligue 1. Et en fait, le match où il revient en Ligue des Champions, c'est contre Liverpool, c'est son retour depuis sa blessure contre Chelsea. Entre-temps, il y a eu 2 matchs contre le Bayern. Mais je suis désolé, encore une fois, les matchs de Ligue des Champions, il n'y en a eu que 2. 2 en 1 mois et demi. Donc, entre-temps, tu as la Ligue 1. Si en Ligue 1, il s'était montré indiscutable, très fort et incontestable au sein de cette équipe, je pense qu'il aurait pu être titulaire contre le Bayern et je pense qu'il aurait pu récupérer son poste. Le problème, c'est que là, il a été décevant dans tous les matchs de Ligue 1 dans lesquels il a pu jouer. Et par ailleurs, il n'a marqué qu'un seul but, hier contre le Paris FC, sur cette fin de saison, en fait. Donc, je suis désolé, pour moi, Barcola, je suis très déçu et je suis frustré aussi. Et je me demande ce qui va se passer l'année prochaine pour lui. Mais je trouve ça vraiment dommage parce que j'avais vraiment beaucoup apprécié sa montée en puissance, voir son explosion de début de l'année 2026. Il faudra quand même retenir tout ce qu'il a fait pour le PSG cette saison. Oui, mais on n'oublie pas. Mais la vraie problématique, c'est que les messages que tu fais passer oui, c'est sûr. Non, mais c'est de l'exigence aussi. Non, oui, moi je lui dis ça parce que je crois beaucoup en lui et que j'ai vu en tout cas sur le début de l'année 2026 qu'il était ce joueur-là. Vraiment ce joueur qui peut être titulaire dans la meilleure équipe du monde. Finalement, quand tu le vois retomber un peu dans ses travers, t'es frustré, quoi. En tout cas, on y reviendra sur Bradley Barcola. N'hésitez pas à nous mettre votre avis dans le chat de la chaîne YouTube et sur notre émission. Likez et abonnez-vous pour notre chaîne 100% PSG. Ici Paris, Île-de-France. Alexandre Letellier, ton j'aime ou ton j'aime pas, s'il te plaît. Alors, nous, on aime une chose. C'est l'arrêt de ton fils
sur penalty, qui est en train de faire deux, c'est vrai, deux arrêts, qui est en train de faire le tour de la sphère Paris Saint-Germain. Donc déjà, bravo à Sacha, ton fiston. Sacha comment déjà? Ce qui est assez génial, c'est qu'il faut suivre le papa, mais il faut aussi suivre la maman qui est à fond les ballons derrière le fils, et c'est assez génial. Et la vidéo des copains qui le soulèvent et qui le jettent dans les airs, c'est trop mimes. Voilà, c'est pour te rappelle le des dire. souvenirs. C'est ça te rappelle des bons souvenirs quand t'étais jeune. Alexandre, ton j'aime pas? Eh ben écoute, moi mon j'aime, c'est le fait que voilà, la saison elle est terminée et que maintenant on va arriver sur cette finale de Ligue des Champions. Mais elle est trop longue. Elle était trop longue cette saison de Ligue 1. J'ai l'impression qu'elle t'a un peu. Bah, c'est vrai qu'elle était longue parce que t'as l'impression que, comme on disait un peu en off, ils ont fait 2 saisons en une avec cette petite coupure entre les deux, le nombre de matchs qu'ils ont joués. Et là, c'est bon, là, ça y est, on arrive enfin à cette finale et on a hâte de voir s'ils nous ramènent cette 2e étoile. Les choses de grand garçon. Qui va à Budapest là autour de la table? 1, 2, 3, 4, superbe, 5. Excusez-moi, j'avais oublié. C'est quand même, franchement, ceux qui y vont, alors déjà, vous avez de la chance, tout le monde, mais je pense qu'on a tous galéré pour trouver les billets, pour trouver des logements. C'est improbable. Jonathan, juste une petite expérience. C'est ce que j'ai dit. Moi, je vais atterrir à Vienne, puis mon Airbnb est à la frontière entre la Slovaquie et la Hongrie. Et donc, le jour du match, je serai donc en Hongrie, à Budapest. Donc, je vais faire 3 pays en 48 heures. C'est super, baroudeur là. C'est un voyage bricolage. C'est ça. Tu pars avec des potes, c'est ça? Ouais. T'as trouvé tes places et tout, c'est bon là? Écoute, j'ai ça trouvé sera mes pas en places. last minute comme la dernière. Non, mais là, on est dans l'organisation encore. Ah, d'accord, Donc, ça se mais prépare. normalement, la solution est trouvée, donc c'est bon. Ça se prépare. En tout cas, c'est vrai qu'on est pressé d'y être à ce match de Ligue des Champions. Laissez-moi quand même rester quelques instants sur le match que l'on a vécu hier, ce derby et la célébration qui... Alors, non, c'est bien souvent que tu dis la célébration qui en a suivi. Alors, en fait, c'était avant. Et alors, vraiment... Ne changez rien. La Ligue professionnelle de foot, vraiment, ne changez rien. C'était super. Les amis, ce qui s'est passé hier, déjà, premier tour de table sur cette célébration. Ilyes, qu'en dire ton avis sur cette célébration? Voilà, je pense que... Ouais. Ouais, c'est ça. Non, honnêtement, il n'y a pas de... Je pense que tout a été dit, que ce soit dans la presse, sur les réseaux sociaux. C'est grotesque. Même Luis Enrique, à qui on a posé la question après le match, il ne voulait pas s'éterniser sur ça. C'était une scène complètement lunaire. Le trophée de champion de France remis comme ça, dans un coin de Jambouin, avec, comme tu le disais au début de l'émission, cette speaker du Paris FC qui faisait ses annonces de l'autre côté. Donc... on n'a pas ressenti une émotion forte ni chez les joueurs, ni dans le public. C'était à oublier. J'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Pour moi, on frise le manque de respect. On banalise en fait le titre de champion de France. On parle quand même d'un club qui a remporté le titre. C'est la meilleure équipe de France. 5e en plus. D'affilée. Oui, le 5e d'affilée. J'ai cette impression, c'est mon avis en tout cas, mais je vais vous demander le vôtre. J'ai l'impression qu'en fait, on ne voulait pas faire de cadeau au Paris Saint-Germain. En gros, puisque certains estiment que la Ligue de foot est à la botte du Paris Saint-Germain, bah là, pour le titre, on leur fait pas de cadeau. Si on peut les mettre dans les toilettes du stade Jean-Bouin, on le fait. Enfin, moi, ça ressemble à ça en fait. Et moi, je me pose la question, si Lens avait été champion de France, et sachant que c'était au Parc OL, le match, enfin au Groupama Stadium, qu'est-ce qu'on aurait fait? Parce que pareil, ça aurait été aussi au coin d'un parkage comme ça, avec le speaker de Lyon qui aurait fait ses annonces pour vendre une Twingo en catimini, ou ils auraient fait les choses en grand. Moi, je suis persuadé qu'ils auraient fait les choses en grand. Je suis persuadé que la Ligue aurait mis en avant. Parce que c'est Lens, parce que c'est la nouveauté, parce que c'est tout ça. Parce que c'est Paris Saint-Germain, pour le coup, qu'on a cette forme d'habitude. Effectivement, c'est leur 5e titre de suite, c'est le PSG. Puis il y a une finale de Ligue des Champions, donc c'est soi-disant pas très important. Ils se mettent tout seuls une balle dans le pied. Mais c'est bien de critiquer le Paris Saint-Germain, les soi-disant influences, etc. au sein de la Ligue, pour déplacer le match contre Lens et tout. Très bien. Mais et les gens qui mettent ça en avant parlent du manque d'attractivité derrière à l'international de la Ligue 1 et montrer à quel point ils banalisent. Mais ils n'ont pas besoin du PSG pour banaliser et pour enlever la crédibilité de la Ligue 1 à l'international. Ils le font eux-mêmes. Avec cette célébration, c'est franchement, je suis pas loin de dire que c'est pathétique pour moi. C'est pathétique ce qu'a fait la Ligue, ce qu'a fait le Paris FC, tout ce qu'il y a eu autour. Franchement, c'est un raté complet.
Et franchement, personne n'en s'en grandit de cette histoire. Personne. Moi, j'avoue que j'ai été profondément choqué de ce qui s'est passé hier. Et à l'international, la Ligue 1 et le Paris Saint-Germain et tout ça passent pour des pitres. Vraiment. Hein. Et le PSG n'a rien cherché. Ils ont subi tout ça. Mais franchement, déjà rien que de mettre la dernière journée pas au Parc des Princes, quand tu sais qu'il y a quand même plus de chances que le Paris Saint-Germain soit champion de France, déjà il faut quand même, c'est super d'organiser. Enfin bref, c'est un raté complet et personne n'en s'en grandit et je trouve ça vraiment dommage. J'ai l'impression d'avoir le championnat endorant, c'était à peu près la même chose. Et juste un truc, amis supporters, ne regardez pas les célébrations du côté de Porto pour le titre de champion du Portugal. Ne regardez pas les célébrations du titre de Munich parce qu'il n'y a pas que la Ligue. Hein, il y a aussi la préfecture de police de Paris qui ne veut plus aucun rassemblement dans les rues de Paris. On ne peut rien faire. Et vraiment, c'est une catastrophe. Et de se dire que dans d'autres pays, on peut fêter, célébrer très tranquillement et faire des super images. Et nous, on fait ça. C'était... Bon, bref, c'est nul, mais Alexandre, toi, t'en as vécu des célébrations, celle-ci, là, dans un petit coin, tranquille. Je suis sûr que Sacha et ses copains, pour la 5e place du tournoi à Bruxelles, ils ont été mieux célébrés. Ah ouais, non, mais franchement, voilà, vous avez tout dit, mais je pense que la Ligue a voulu totalement éviter une polémique, à vouloir se faire passer pour les patrons en disant c'est nous qui décidons, c'est comme ça, et éviter qu'on puisse dire encore oui, c'est le Paris Saint-Germain qui décide, c'est eux les patrons de la Ligue. Donc c'est triste, mais même de donner un trophée avant un match. Enfin, je sais pas, j'ai jamais vu ça. Le trophée à la base, c'est après un match, parce que comment tu veux que les joueurs puissent préparer le match derrière ? Enfin, tu sors de la coupe, t'as la médaille. Ah bah non, derrière il faut jouer un match. Enfin, c'est n'importe quoi. Et ce qui est assez fou, c'est que le Paris FC a fait des célébrations devant à peine, je n'exagère pas, à peine, parce qu'ils ont dit qu'ils avaient leur célébration à eux pour fêter le maintien. Il y avait 4000 personnes. Tout le monde était parti du stade. Il n'y avait plus personne dans le stade pour célébrer quoi que ce soit. Donc 80% des gens étaient là pour le Paris Saint-Germain. Bah donc oui. le PSG n'a pas célébré, donc tu laisses les 4000 supporters qui ont le droit de célébrer après la saison. Mais tu parlais du Bayern, de la célébration du Bayern, mais ce que je sache, le Bayern, ils sont aussi tout le temps champions en Allemagne, quasiment 95% du temps. Bon, pourtant, à chaque fois, c'est une fête. C'est une fête dans la ville, c'est une fête en Allemagne, etc. Pourquoi est-ce que ça ne va pas être le cas pour le Paris Saint-Germain ? J'avoue que j'ai quelque chose qui m'échappe là-dedans, personnellement. En tout cas, on paye des années Puis je vous rappelle que le ministre de l'Intérieur désormais est l'ancien préfet de police de Paris. Donc, t'es tranquille, hein, on a compris le chemin. Ce qui s'est passé avec le PFC, qui a laissé sa speakerine continuer de parler pendant qu'on faisait des célébrations, qui a même pas dit un mot pour dire bravo au Paris Saint-Germain pour son titre. Le PFC qui a refusé qu'il y ait un podium au milieu du terrain pour faire un truc un peu plus clinquant, essayer de faire quelque chose d'un peu sympa. Est-ce que c'est le point de départ d'enfin une rivalité ? Est-ce que on a passé une barrière là entre le Paris FC et le PSG, parce que ça fait 2 défaites consécutives pour le Paris Saint-Germain, une en Coupe de France et une en championnat, 2-1, 1-0. On avait galéré déjà pour les battre en championnat au match aller. C'était seulement la 5e confrontation de l'histoire entre les deux en match officiel. Est-ce qu'on vient de passer quelque chose ? Est-ce qu'il va y avoir enfin une rivalité, ou c'est toujours le côté d'un côté, oh, on est des amis, on est très gentils, mais dès qu'on peut te mettre un couteau, on le met. Je sais pas, est-ce que Ilyes, toi, est-ce qu'on a passé quelque chose ? Je pense qu'une rivalité, ça met quand même plusieurs années, plusieurs décennies à se créer, mais j'espère que c'est le début d'une petite friture entre ces deux voisins. Si ça peut rajouter un peu de piquant pour les saisons à venir, moi je suis preneur évidemment qu'il y ait une double confrontation en plus dans la saison du Paris Saint-Germain qui est un peu d'enjeu, un peu de rivalité. Donc comme tu l'as dit, ça fait 2 victoires sur les 3 matchs pour le Paris FC face au Paris Saint-Germain cette saison. Il y a des attitudes aussi pendant le match. On sent que ce match est vraiment attendu plus côté Paris FC que Paris SG. Il y a cette volonté de s'affirmer et de donner des coups et d'exister face à l'ogre qui est de l'autre côté de la rue. Donc j'espère, on aura 2 prochains matchs la saison passée, ce sera 2 nouveaux épisodes du début de rivalité, et si ça peut apporter de l'intérêt au Paris Saint-Germain et à la Ligue 1, moi je suis preneur.
Il a un intérêt ce derby, Alexandre, parce que toi, tu as connu chez les jeunes, c'était pas forcément le PFC, si un petit peu quand même. Si, en fait, après chez les jeunes, c'est un petit peu différent parce que c'est vrai que peu importe quel club que tu joues en région parisienne, ils veulent tous taper le Paris Saint-Germain. Donc en fait, chez les jeunes, on sait que peu importe le match, il y a rivalité, on sait qu'il y a match. Enfin voilà, c'est différent. Après, chez les pros, je rejoins Ilyes sur le fait qu'il faut attendre quelques années parce que le Paris FC, c'est un nouveau club en Ligue 1. Il faut qu'il reste en Ligue 1 plusieurs années déjà pour voilà, pouvoir jouer le Paris Saint-Germain plusieurs années d'affilée. Et pour que cette rivalité elle se crée, il faut que le Paris FC aussi commence à petit à petit progresser et être un club qui à un moment donné peut les titiller souvent. Après là où je suis content, c'est que voilà, ça fait des années quand même qu'on attend qu'il y ait plusieurs clubs de Paris en première division. Quand on voit dans les autres championnats, dans les capitales, il y a souvent plusieurs clubs en première division et surtout en France et à Paris avec le vivier qu'il y a de joueurs. Donc voilà, j'espère qu'un jour aussi le Red Star pourra monter en première division parce que ça fera un 3e club parisien et ça créera aussi voilà, un autre derby. Et après pour la rivalité, la vraie rivalité, il faut attendre quelques années je pense. Aris, toi sur cette rivalité, voilà le manque de classe. Je peux vous dire qu'au Paris Saint-Germain, on n'a pas trop apprécié quand même ce qui s'est passé, même si certains journalistes veulent nous dire ah non le PFC a tout fait, ils ont été réglo, etc. Pas cette impression-là. Est-ce que aussi au PSG ils vont se dire bon c'est bon, on a voulu jouer les copains, mais à un moment donné il va falloir arrêter parce que moi, je l'ai dit à Marquinhos hier en conférence de presse. Je lui ai dit, mais en fait, vous en foutez de ce. On a l'impression que le PSG, ça lui passe par-dessus la jambe, le derby. Après, c'est un contexte particulier parce qu'on est quand même à quelques jours d'une finale de Ligue des Champions. Mais oui, je pense que c'est la naissance d'une rivalité entre ces deux clubs. Il n'y a qu'à voir la tête du président, Nasser El Khelaifi, dans les tribunes. Il était vraiment pas content sur les images, notamment sur le deuxième but pris dans le temps additionnel. Donc, il y a vraiment eu un manque de classe envers du PFC envers le PSG et au-delà de l'équipe masculine, il y a aussi du côté des féminines parce que la veille, les féminines ont été éliminées par le PFC. L'année dernière, il y a eu une défaite en finale de Coupe de France de la part des féminines. Donc c'est tout un ensemble de choses qui fait que je pense que l'année prochaine, sur la double confrontation qu'il y aura chez les garçons et chez les filles, il va falloir la suivre attentivement. Ouais, mais on a l'impression que peut-être les dirigeants, moi je me rappelle de la tête de Nasser El Khelaifi sur la finale perdue face au PFC chez les féminines déjà, il était vert de rage. Là hier, il a pas apprécié, mais j'ai pas l'impression que chez les joueurs que ça prenne et même chez les supporters. Enfin il y a pour l'instant. Mais Jonathan. La rivalité. Elle est, comment dire, pour qu'il y ait une rivalité, ça passe par deux biais. C'est soit une rivalité sportive, en l'occurrence des équipes qui se tirent à la bourre, soit sur toute la saison, soit sur plusieurs saisons, soit c'est une rivalité historique. Bon, là, le problème, c'est qu'on n'a ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire qu'on a une équipe du PFC qui est plus décevante qu'autre chose. Alors, elle sauve sa saison avec une 11e place, mais de base, on espérait quand même mieux, en tout cas, au vu de l'arrivée de la famille Arnaud, avec Red Bull, etc. Et à côté de ça, l'aspect historique, tu en parlais tout à l'heure, je crois qu'on a 5 matchs. 5 matchs, c'est le 5e. C'était le 5e. Tu peux pas inventer. Là, pour le coup, c'est une rivalité, pardon de le dire, mais un peu en plastique, quoi. Ça vaut rien pour moi. Honnêtement, je suis désolé. Pour moi, il n'y a pas de rivalité, puisqu'en fait, tu ne peux te baser sur aucun critère pour vraiment créer cette petite tension-là. Donc en fait, tu sais très bien que le Paris FC, c'est le petit frère du Paris Saint-Germain. Tout à l'heure, tu parlais d'un coup de couteau. Moi, je le vois presque comme un coup de cure-dent. Franchement, non mais c'est vrai. Honnêtement, il marque hier le 2-1. Bon, ok, il célèbre ça, il jette le maillot. Ok, très bien. Enfin, je pense que les joueurs, ils sont là, ils font bon, ok, il reste 13 jours donc en finale Ligue des Champions, donc demain, ça va être préparé. Enfin, ils ne pensent absolument pas au match, ce qui a pu énerver Luis Enrique, mais c'est normal. Et si t'inquiète pas que dans 12 jours, le Paris Saint-Germain, on l'espère tous, remporte la Ligue des Champions, je t'assure que le match contre le Paris FC, mais c'est pas qu'il est aux oubliettes, c'est que personne ne va y penser et ça sera normal. Donc, je suis désolé, mais moi j'ai du mal encore avec ce truc de. J'arrive pas en fait à avoir un semblant de hype pour ce derby. Il y a clairement une différence d'approche entre les deux équipes dans ce match. C'est comme à échelle gardée, mais c'est comme un match de Coupe de France. Pour le Paris FC, c'est le match de la saison en fait. Alors que pour le Paris SG, le Paris Saint-Germain, c'est juste une rencontre assez anecdotique, encore plus quand tu es déjà champion et que tu as une finale de Ligue des Champions qui arrive dans 2 semaines. Donc oui, pour le Paris Football Club, ce sera un souvenir, c'est le début de quelque chose, mais pour le Paris Saint-Germain, tu disais que ce match, il sera oublié si Paris gagne la Ligue des Champions dans 2 semaines. Pour moi, il est déjà oublié, on est lundi matin. Exactement.
Donc, Ouais, mais moi, je trouve quand même que tu sens qu'au Paris FC, ils s'en font une question d'honneur. La vraie problématique, elle est là. C'est que d'un côté, t'en as qui grandissent avec ça, qui sont en train de se forger quelque chose grâce finalement à cette notoriété-là. Alors que si le Paris Saint-Germain jouait simplement à son niveau en disant ouais, retourne à tes études, non mais c'est ça le truc, c'est qu'on leur laisse une espèce d'espace. C'est bien. Ah bon Moi, je trouve ça bien. Ça veut dire qu'au moins l'année prochaine, quand Luis Enrique va préparer ses matchs et qu'on va avoir des questions en conférence de presse, on va poser la question, est-ce que vous allez avoir un petit sentiment de revanche, etc. Il va te dire non, mais bon, peut-être que derrière, ça peut être ça un peu peut titiller, s'installer progressivement chez le Paris Saint-Germain. Mais... Là, il est encore trop tôt parce qu'il n'y a que 2 défaites anecdotiques, mais ça peut s'installer progressivement et petit à petit avoir un peu plus de rancune, avoir un peu plus de volonté d'écraser l'adversaire et ça viendra. Parce que Alexandre, en fait, il y a un truc qui est assez marrant, c'est qu'on n'a jamais eu autant de jeunes finalement dans une équipe du Paris Saint-Germain. Mais moi, j'ai même pas l'impression, tu vois, qu'un Mayoulou ou qu'un Warren Zaïre-Emery, le Paris FC, ça leur brûle pas le ventre, quoi. C'est pas de se dire, je sais pas. Le problème, c'est que ce match-là contre le Paris FC, il tombe un petit peu, vraiment au mauvais moment. C'est le dernier match de la saison. Comme je disais juste avant, ils fêtent le titre avant le match. Et puis forcément, tu as cette finale de Ligue des Champions qui arrive dans 12 jours. Donc, sans le vouloir inconsciemment, tu en as peut-être qui vont jouer un peu avec le frein à main parce que tu as cette finale qui arrive, tu n'as pas envie de te blesser. En plus, tu vois un de tes joueurs majeurs qui sort à la 25e, tu sais pas trop, machin, tu te dis, peut-être que ça peut m'arriver aussi. Et c'est humain, mine de rien, de se dire, il y a quand même une finale de Ligue des Champions qui arrive. Le match, on va peut-être pas le jouer comme on a l'habitude de jouer. Oui, Jonathan. Ça va peut-être nous amener vers le débat d'après, mais j'ai envie de te dire que tu parles de Mayul ou de Warren, etc. Mais je pense que pour tous les joueurs, il faut savoir, je pense que le match le plus important, c'est Marseille, et encore, mais un petit peu quand même. Et sinon, après, la Ligue 1, la preuve, c'est qu'en fait, ce ne sont plus les titulaires qui jouent la Ligue 1. Et pour eux, ils sont focus sur la Ligue des Champions. Donc en fait, le Paris FC, pour eux, c'est comme s'ils jouaient Angers. Enfin, avec tout le respect que j'ai pour Angers ou pour Nantes, attention etc. à Angers, attends, c'est... Excuse-moi, j'ai choisi le mauvais exemple, Alexandre. Le seul club j'ai choisi le choix, c'est terrible. C'est l'ancien club d'Alexandre Le Télé. Vraiment, alors Nantes, Brest, Le Havre, etc. Voilà. Mais pour eux, c'est pareil. C'est pas très important. Pour eux, c'est vraiment la Ligue des Champions et peut-être un petit peu Marseille. Voilà, parce que c'est historique, symbolique. Mais même le match, on l'a vu contre Monaco. Ils ont perdu contre Monaco. Et tu as bien vu, même en Ligue des Champions, ils ont joué contre Monaco. Ils ont pris le match par-dessus la jambe parce que ce n'est que Monaco. Parce qu'eux, ils l'associent encore à la Ligue 1. Vraiment, je pense que c'est pour ça. Il faut comprendre que le PSG n'est plus... Et ça amène des critiques. Et ça peut poser problème à un moment donné. Mais le PSG n'est plus aujourd'hui... Je suis désolé de le dire, et peut-être que je vais recevoir les foudres des gens dire ça. Mais je pense, dans leur état d'esprit, ce n'est plus un club de Ligue 1. C'est un club de Ligue des Champions qui a son tapis de course en Ligue 1 pour se préparer pour le match contre le Bayern, contre Liverpool, contre Chelsea, là, contre Arsenal. Et en tout cas, cette saison, ça a été ça. Et remarque la célébration qu'on nous a proposée, c'est exactement. C'est peut-être ça. Voilà. Attends, c'est QFD. C'est bon, on a compris la Ligue. Voilà. Et franchement, on a dû se faire une thérapie entre nous pour comprendre à peu près ce qu'il faut. Je rappelle juste, merci Monsieur Comboiré pour la haie d'honneur et pour voilà, parce qu'on a taillé en disant pour le derby, mais et puis moi il y a un truc qui me va pas. Non mais en fait il y a tout qui va pas en fait. C'est-à-dire que non mais Rai en train de donner le coup d'envoi, ambassadeur, même Pierre Ducrot était des côtés, il est en train de faire un infarctus de voir Rai en train de célébrer ambassadeur du PFC, il est au PSG, Denisot dans le conseil d'administration, la construction du club en face, j'arrive pas à le comprendre et c'est vraiment très compliqué. Bref, allez, c'est pas grave, on passe à autre chose. Juste la Ligue 1 pour terminer, petit tour de table avec vous les amis. J'aimerais évoquer la chose à retenir. Finalement, cette saison de Ligue 1, le Paris Saint-Germain a terminé, donc champion de France, on le rappelle. Je vais juste retourner voir mon petit classement parce que je ne l'avais pas sorti. 76 points pour le Paris Saint-Germain avec 24 matchs gagnés, 4 matchs nuls. Très peu de matchs nuls cette saison pour le PSG et 6 défaites, 74 buts pour, 29 contre. Une différence de plus 45, Dauphin, Lens, 3e Lille, 4e Lyon, 5e Marseille et 6e Rennes, 7e Monaco. Félicitations à Auxerre et Le Havre qui se sont maintenus et franchement bon courage à Nice pour aller se taper un barrage du côté de Saint-Etienne. Quand tu connais en plus les problèmes entre les ultras, entre les deux clubs, ils vont s'amuser. Les amis, qu'est-ce que vous avez retenu pour le Paris Saint-Germain dans cette saison de Ligue 1 ? Une chose qui vraiment vous a marqué, Harris, avec toi ? La gestion de l'effectif de la part de Luis Enrique, comme l'a dit Jonathan il y a quelques minutes, il s'en est servi de laboratoire
pour les échéances européennes. Et quand on voit le top 10 des joueurs les plus utilisés en championnat, on retrouve du Lee, du Zabarni, du Beraldo, du Lucas Hernandez. C'est ça que je retiens, et que malgré ce turnover en Ligue 1, ça n'a pas empêché le Paris Saint-Germain d'être champion. C'est vrai qu'Ilyes, ça a été le fait marquant, c'est-à-dire qu'on s'est tous posé la question en début de saison, comment il va faire ? Et finalement, il a trouvé la solution pour aller au bout de ce championnat, même si ça a été un peu poussif et qu'on a un peu tiré la langue pour aller au bout, mais on est allé chercher. C'est ce que disait Romain Bédouc il y a quelques semaines ici même, que il sait qu'il peut gagner la Ligue 1 avec une équipe à prime. Et quand on voit un peu la répartition des temps de jeu de cette saison en championnat, Warren Zaïre-Emery et Vitinha dominent le temps de jeu, mais les autres joueurs qui ont le plus joué, c'est Ilya Zabarni, c'est Lucas Hernandez, c'est Seny Mayulu, c'est Lucas Beraldo. Donc voilà, c'est des joueurs un peu secondaires de cet effectif et qu'on voit moins en Ligue des Champions. Donc gestion des temps de jeu, gestion de l'effectif, c'était la grande priorité de Luis Enrique dans cette saison. Il l'a parfaitement fait, il finit champion. Faut juste applaudir. Il faut applaudir effectivement le travail du coach. Alexandre, avec toi, qu'est-ce que tu retiens dans cette saison de Ligue 1 ? Franchement, la même chose. C'est vrai qu'en termes de gestion, on se posait un peu la question de justement comment il allait gérer l'effectif au vu de l'enchaînement des 2 saisons, et on avait peur un petit peu que ça pète dans tous les sens, étant donné qu'on a pu le voir la saison passée, son 11 de départ, c'était quand même très souvent le même. Il laissait très peu de joueurs au repos, il faisait très peu tourner, et là cette année on a pu voir que déjà le coach était capable de faire tourner, de faire appel à des joueurs auxquels il faisait pas appel, et c'est surtout qu'après les joueurs ont répondu présent aussi, parce que ils ont été chercher ce titre en Ligue 1. Alors malheureusement ils n'ont pas été loin en Coupe de France, mais ils vont terminer cette saison avec la finale de Ligue des Champions. Et quand tu vois la gestion et que tu arrives à la fin de la saison avec quasiment aucun blessé, alors que tu t'attendais à une saison où tu allais finir de manière compliquée, chapeau au coach pour sa gestion de l'effectif. C'est comme ça qu'il a tenu son groupe en fait finalement, en faisant croquer à tout le monde, et justement avec tout le monde a eu du temps de jeu, donc tu peux pas venir râler en disant j'ai rien joué cette saison. Garçon, oui. là, en faisant ça, tu tiens ton groupe, et puis justement, comme on en parlait tout à l'heure, le fait de donner du temps de jeu comme ça à des joueurs, c'est leur permettre aussi de marquer des points pour les matchs très importants. Donc forcément, là, quand tu fais ça, tu es sûr de tenir ton groupe toute la saison, et c'est ce qu'il veut. Et il les inclut toujours. Il avait dit il y a quelques semaines en conférence de presse, l'année dernière, si on avait fait une si belle saison, c'est grâce aux remplaçants qui permettent justement aux titulaires de souffler entre les matchs de Ligue des Champions. Cette année, il a donné beaucoup de temps de jeu. Quand je vois par exemple ce qu'il a fait d'un Lucas Beraldo qui était à la cave en première partie de saison, qui s'est réinventé milieu défensif et qui est devenu une option tout à fait crédible. Comment il a aussi inculqué et concerné les jeunes Titi aussi cette saison, et lancé quelques-uns, ou même les gardiens de but. Franchement, il a vraiment concerné tout le monde, et ça permet maintenant à 2 semaines de Ligue des Champions d'avoir tous ces titulaires dans le meilleur état de forme possible à 2 semaines d'Arsenal. Hop, j'ai entendu gardien de but. Hop, je me retourne vers Alexandre Letellier, il va m'excuser, parce que comment vous dire, il s'est passé un truc, c'est que jeudi, Dédé, il a annoncé sa sélection, et Lucas Chevalier n'est pas dans le groupe, blessé, pas encore remis, il n'ira pas se faire canarder en numéro 3, c'est Risser qui a été pris, le gardien lensois. C'est une année horribilis pour ce qui lui est arrivé, là, Lucas Chevalier, son choix de carrière et cette saison qui vient de se passer, Alexandre, c'est terrible quand même. C'est très compliqué, donc personnellement j'étais un peu triste pour lui, parce que je le connais un petit peu en dehors, et puis par rapport à la saison difficile qu'il a pu passer au Paris Saint-Germain, je pensais que ça allait être un peu son petit bol d'air frais, justement, de partir à cette Coupe du Monde. Mais je pense que le fait que Risser ait eu aussi le trophée de meilleur gardien de Ligue 1, ça n'a pas aidé dans le choix de Didier Deschamps pour justement le prendre. Donc c'est une saison à oublier pour lui. Après, je pense qu'il a la bonne mentalité, et que tout ce qui lui arrive, ça va l'aider pour la suite. Tu penses qu'il peut rebondir au Paris Saint-Germain, ou peut-être justement il va falloir lui donner un bol d'air frais et dire bon, va voir peut-être ailleurs une saison, parce qu'il est quand même sous contrat encore pour 4 années supplémentaires, donc tu pars pas facilement comme ça, il n'y a pas un gros marché pour les gardiens.
J'ai pu voir que le club avait confirmé Safonov pour la saison prochaine en tant que numéro 1. Donc est-ce que c'est une vraie info ou pas, j'en sais rien. Mais si c'est le cas, c'est sûr que pour Lucas, ça va être compliqué. Donc à un moment donné, pour et son bien personnel et le bien de sa carrière, je pense que si c'est pas un transfert définitif, il faudra qu'il soit prêté pour retrouver du plaisir sur le terrain. En tout cas, effectivement, on suivra pour Lucas Chevalier. Juste très rapidement, Jonathan, c'est vrai que c'est pas la fête. Hein. C'était parce qu'on n'en parle pas trop, mais le recrutement de cette année, tous, voilà, tu étais champion de France et tu vas en finale Ligue des Champions, mais les trois que tu as achetés ne sont pas titulaires. Les champions de France avec la même équipe que l'année dernière. Ouais. Les champions de France et les champions d'Europe Avec Safonov. et finalistes de la Ligue des Champions avec la même équipe, les mêmes joueurs qui étaient l'année dernière. Tu n'as vraiment fait aucune plus-value à cette équipe. Alors effectivement, tu as ce que je répétais, le tapis de course, donc Zabarny qui arrive à entretenir un peu en Ligue 1 le Paris Saint-Germain qui lui permet d'être champion. Et puis quand arrive le match des adultes, il y a... Tu vas aller sur le banc tranquillement et tu vas laisser papa et maman prendre le relais en défense centrale. Et Lucas Chevalier, c'est encore plus terrible pour lui parce que vraiment... Voilà, c'est mise à l'écart, blessure, vraiment, re-blessure. Au moment où il devait rejouer, Renato Marin, c'était prévu de le remplacer. Sans c'était pas compter lui. ce qui a pu se passer aussi en dehors du terrain. C'est dramatique et je trouve quand même qu'il y a quand même au Paris Saint-Germain une gestion un peu étrange des gardiens de but. Ça, c'est historique, mon ami. C'est ce que j'allais dire. Même jusqu'à... Non, mais tu vois, alors, moi, j'allais dire jusqu'à QSI, mais c'est fou quand même. C'est toujours... à chaque fois, il y a toujours un truc. Et quand tu penses que tu t'es stabilisé, je sais pas, il y a un truc qui fait que... Ça toi, tu t'es fait le Keylor Navas, Gianluigi Donnarumma. Ma première saison a été tranquille parce que c'était Keylor, Sergio et moi. Ouais. Et après, c'est sûr que la saison d'après, t'as Gigio qui arrive, t'as Keylor. C'est compliqué. C'est compliqué. My name is Alexandre. On fait un petit barbecue, on fait un truc pour détendre un peu tout le monde. Non, mais après, honnêtement, c'était deux grands professionnels et ça s'est super bien passé entre eux. Il n'y a pas eu d'animosité ni rien. C'est Gigio qui a eu la priorité et même si Keylor, vu le compétiteur que c'est, le joueur que c'est et la carrière qu'il a, à aucun moment sur le terrain il a montré des signes d'agacement ou quoi. Il s'est comporté en professionnel jusqu'au bout, donc bravo. Et il y a eu cette période-là. Il y a eu aussi la période Kevin Trapp, Sirigu, Douchez. C'était eu l'époque même Gianluigi Buffon, Areola, on rappelle de ça aussi quand même. Mais c'est incroyable. C'est vraiment tout est lunaire. C'est lunaire. Ilyes, avec toi, qu'est-ce que tu as retenu? Moi, je retiens malheureusement la décision de la Ligue de début avril de reporter le RC Lens PSG de la 29e journée. Pour moi, c'est un tournant dont on parle peut-être pas suffisamment. On avait l'occasion d'avoir un vrai choc mi-avril à la 29e journée pour pourquoi pas destiner le titre de champion de France, et on nous a privé de ça. Donc ça fait les beaux jours du PSG parce que forcément ça met un coup au RC Lens qui attendait ce match depuis 2 mois, qui avait coché la date et qui avait à cœur de faire un gros match devant son public. Et finalement, on nous a décalé ça entre la 33 et la 34e journée, un mercredi soir, dans un match sans le moindre enjeu. On nous a privé d'un vrai spectacle. Je le regrette. J'aurais bien voulu voir cette finale avant l'heure en Ligue 1, pour une fois qu'il y avait une course au titre. Mais tu crois vraiment que Luis Enrique aurait mis son équipe type? Parce que moi je me dis que peu importe s'il donc tu n'aurais pas eu ton affiche. Si, on aurait eu un match avec enjeu pour le titre, quoi. Et ça fait combien d'années qu'on n'a pas eu un tel match en Ligue 1? Ça fait combien d'années qu'on attend que le PSG soit un peu titillé? Cette année, on l'a eu. Et malheureusement, on nous a privés de ça. Je me rappelle que dans la foulée, le RC Lens, dans la foulée de cette décision, ils perdent 3-0 contre Lille. Donc ça me semblait logique et compréhensible. On leur dit toute la saison, vous inquiétez pas, le 12 avril, vous allez jouer le PSG chez vous, vous serez à 3 points derrière. Et finalement, on leur dit une semaine avant, non, finalement, vous les jouerez à la 33 ou 34e journée. Donc tout ce que vous avez fait, c'est presque réduit à néant. Et vraiment, je regrette cette décision. Pour moi, c'est le gros événement à retenir de cette année. Harris, toi de ton côté, je l'ai senti dodeliner de la tête, ton pote. Je te le dis tout de suite. Un petit peu. Je pense pas que le report de ce match-là a influé sur le score du derby
face à Lille, et tu l'as dit Bruno, je te rejoins, je pense pas que Luis Enrique aurait mis son équipe type pour ce match-là, surtout que c'était intercalant entre 2 matchs de Ligue des Champions, tout à fait. quart de finale contre Liverpool. Ouais. C'est ça. Ouais. Donc je pense pas qu'il aurait mis son équipe type, loin de là, parce que derrière il aurait resté 6 matchs de Ligue 1, donc le championnat ne serait pas terminé à ce moment-là, quel que soit le résultat à Bollaert. Jonathan. Permet de dire que, encore une fois, je trouve les intentions d'Iliès très louables. Effectivement, tu as raison, tu voulais une belle affiche de Ligue 1, exactement. Sauf que je pense que le RC Lens ne voulait pas de ça, eux. Je pense qu'ils s'en foutent de l'affiche de Ligue 1. En fait, moi, dans toute cette histoire, j'ai tout entendu. Mais il y a un moment, il faut mettre les pieds dans le plat. Chacun a pensé à sa pomme. C'est-à-dire que d'un côté, le Paris Saint-Germain a pensé à la Ligue des Champions. Donc, il s'est dit, on ne veut pas jouer ce match parce que ça va nous contrarier en Ligue des Champions et c'est important pour le football français. On connaît la suite. Et de l'autre côté, le RC Lens s'est dit, tiens, nous, ce serait le bon moment de prendre le Paris Saint-Germain quand même. Pas pour l'affiche de la Ligue 1, parce que ça va amener un spectacle. Non, parce qu'on sait que ça sera l'équipe bis du Paris Saint-Germain, parce qu'on sait qu'ils auront plus sa tête à Liverpool. Donc, on sait que c'est le moment jamais de les prendre et donc de prendre les 3 points à ce moment-là. Ils n'ont absolument pas pensé à la Ligue 1. Eux, ils sont... Pardon de le dire, je pense qu'ils sont contre-fiches et ils ont raison de son contre-fiché. Mais à un moment, mais ils se sont fait avoir. Mais non, mais voilà. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il faut dire la vérité dans cette histoire. Chacun a pensé à sa pomme. C'est tout. Le PSG a pensé à sa pomme pour la Ligue des Champions et le RC Lens voyait d'un bon œil cette histoire pour essayer parce que pour eux, c'était le moment jamais de prendre les 3 points et essayer d'avoir une ouverture pour le titre. C'est tout. Il faut arrêter de penser que c'est pour la Ligue 1, c'est un échec, machin. Tout le monde je pense que tout le monde s'en fout dans les 2 parties, honnêtement. Ce que je regrette, mais pour nous, si tu es spectateur lambda, c'est dommage que tu te passes à côté d'une telle affiche. Au-delà de l'affiche en question, je regrette aussi en fait, le fait que à la 29e journée, on n'ait pas eu ce match et cette possibilité que mi-avril, le PSG et le RC Lens se tiennent en 1 point, quoi. Oui. Et ça aurait pu nous amener un sprint final intense avec de l'intérêt. Et c'est ça que je regrette. Sauf que les bien-pensants, je me permets d'aller dans le débat, mais sauf que les bien-pensants là, qui sont venus nous dire qu'il faut faire une pétition pour venir en aide au RC Lens, en fait, ils ne voyaient qu'une chose, c'est que Paris pouvait tomber. Exactement. C'est que Paris pouvait tomber et qu'en fait, c'était le moment pour Lens de les faire tomber parce qu'ils allaient avoir Kanginli face à une équipe, je sais pas. Ça, c'est le hasard du calendrier. Le calendrier, il est défini comme ça dès le début de saison. Avant même le début de saison, ça tombait entre les 2 quarts de finale du Paris Saint-Germain. On aurait pu avoir un sprint final avec une course au titre haletante. Après, je rappelle juste que Lens fait match nul à Nice et Brest et on les a pas poussés pour aller se faire tamponner là-bas. C'est pas nous. Parce que le match entre la 33e et la 34e journée aurait pu être décisif si Lens avait fait le taf. Lens ne fait pas le taf. On condamnait Lens à faire quasiment 5 victoires en 5 journées. Bienvenue dans la course au titre. Alors, bienvenue dans la course au titre. Parce que, évidemment, pour remporter un titre, surtout face au Paris Saint-Germain, il faut être irréprochable. Lille l'a été, Montpellier l'a été, Monaco l'a été. Bienvenue dans la cour des grands, bienvenue dans la course au titre face au Paris Saint-Germain. Si t'es pas irréprochable, si tu fais match nul contre Brest et t'es mené à 3-0, c'est ça un moment pendant le match, que tu perds 3-0 contre Lille, c'est sûr que t'as moins de chances de remporter un titre. Mais c'est comme dans tout. Si tu veux taper l'élite, il faut que tu sois élite toi-même. Si t'es pas élite, Mais d'ailleurs, Pierre Sage a mis Pierre Sage a mis quand même quelques balles à ses joueurs en disant qu'il n'était pas content de son groupe. Un peu à la Luis Enrique à la sortie du match face à... Voilà, donc après, en soi, ils sont en finale de Coupe de France, c'est très bien. Mais... il savait que toi. pour terminer sur ce débat-là, mais Pierre Sage l'a souvent répété qu'il fallait être irréprochable et gagner tous ses matchs pour être champion, il l'a souvent dit. Il a raison. Pierre Sage, comme toujours. Le report. Alex, il a écouté ça, il était là, il voyait les... Là, on était à Roland-Garros, là, toc, pof. Je suis d'accord, mais pour conclure, je pense que ce petit report est peut-être... la cérémonie est peut-être la réponse de ce report. C'est vrai, peut-être. On est d'accord. On termine. Qui n'a pas dit ce qui... C'est toi, Jonathan. Non, mais on se reprenait un peu tout. D'accord, toi, t'as fait un... Toi, t'as dit ce que tu voulais dire, ta Ligue 1. C'est bon, on a fait le tour, on a eu avec tout le monde. C'est bon. Eh ben, les amis, tiens, on va se plonger. Mouillez-vous la nuque, tranquille, on écoute. En route pour la finale. But d'Ousmane Dembélé, passe décisive de Guichard. Vous l'avez vécu en direct sur votre radio locale, ici Paris-Île-de-France. Craquage de fumigène. Plus qu'un match pour entrer dans la légende. Merci pour tout ce que nous fait vivre cette équipe depuis maintenant plus d'1 an et demi. Le PSG a rendez-vous avec son histoire ce samedi 30 mai, 18h à Budapest. Paris Saint-Germain est en finale de la Ligue des Champions.
Un dispositif exceptionnel pour une nouvelle journée historique. Venez, on va faire la fête avec un public qui n'a jamais rien lâché. Vivez cette finale de la Ligue des Champions avec toutes nos équipes mobilisées en Ile-de-France, nos reporters à Budapest et vos messages de soutien par WhatsApp au 01 42 30 10 10. En route pour la finale de la Ligue des Champions, PSG Arsenal à vivre en direct et en intégralité sur votre radio locale. Ici Paris-Île-de-France. C'est génial pour le Paris Saint-Germain. Merci Paris. Effectivement, merci Paris, ça donne envie d'y être. Voilà, c'est lancé dans 12 jours, on y est pour le PSG qui va donc affronter cette équipe d'Arsenal. Arsenal qui bataille dans son coin pour essayer d'aller choper son titre face à Manchester City. Les amis, on va d'abord parler d'un garçon, c'est Ousmane Dembélé. On n'a pas encore de nouvelles, le point médical n'a pas encore été fait, mais blessure du Ousmane... On nous a dit précaution, Alexandre. Il se connaît. Oui, voilà, je pense que les blessures, il en a eu un paquet, donc il connaît bien son corps. Et s'il a demandé à sortir à ce moment-là, c'est que, voilà, comme je le dis, il connaît bien son corps et il sait où il peut pousser justement dans ses limites. Et forcément, quand tu as la finale qui arrive, tu prends toutes les précautions. Si c'est une contracture musculaire, c'est juste 4-5 jours, ça va passer, un peu de repos et ça va revenir. Ouais, je pense que de toute façon, c'est ce qu'on lit depuis hier soir. C'est qu'il a senti un peu que ça tirait, je crois que c'est au niveau du mollet, écrit Loïc Tanzi de l'équipe. Donc on a parlé du fait que pour le Paris Saint-Germain, ce derby contre le Paris FC, il n'avait pas grande importance. Il n'a pas pris de risque à 2 semaines de la finale. Maintenant, ça fait quand même... un peu beaucoup pour Ousmane Dembélé cette saison, pas mal de pépins physiques, et quand je vois les rumeurs mercato qui commencent à naître autour du Paris Saint-Germain et pourquoi pas de la recherche d'un attaquant polyvalent, je vois le nom de Julián Alvarez notamment qui pourrait être une option. Il va falloir se poser la question de est-ce qu'on continue avec Ousmane Dembélé qui est de plus en plus fragile, c'est un fait, cette saison il a manqué quand même pas mal de matchs. Donc voilà, pour la finale de Ligue des Champions, je pense pas qu'il faille s'inquiéter, d'autant que le Paris Saint-Germain a 2 jours de repos, aujourd'hui et demain. On l'a pas dit encore, mais ils sont au repos aujourd'hui et demain et ils reprennent l'entraînement mercredi. Donc voilà, une question se posera et je crois qu'il est en négociation pour prolonger son contrat, mais il va falloir... Ça fait 1 an qu'il attend sa prolongation. Oui, bien sûr. Mais il va falloir se pencher là-dessus parce que son état physique cette saison s'est dégradé par rapport à celui de la saison passée. Un message à Luis Campos, j'ai bien entendu, il a parlé à beIN Sport, c'est passé un peu au travers, mais il a quand même eu cette déclaration où il est allé dire que on mettait tout en suspens pour tout ce qui était négociation de contrat ou de prolongation ou de venue d'un joueur. Ils savent ce qu'ils veulent faire, ils ont leur feuille de route, mais il faut passer la Ligue des Champions et après on verra cette finale de la Ligue des Champions. Message à Luis Campos, si vous voulez, j'ai une cactus, je peux aller chercher Julián Alvarez jusqu'à Madrid, je peux faire l'aller-retour très tranquillement. On peut, je mettrai de la musique derrière, il y a un peu de clim et tout, ça peut le faire. Elle a quelques kilomètres, mais ça devrait tenir pour un aller-retour pour ramener Julián Alvarez du côté du Paris Saint-Germain. C'est vrai que l'infirmerie est quand même, elle est pas pleine. On a des garçons qui reviennent, Hakimi qui est en reprise individuelle, Nuno Mendes, Pacho, Dembélé. Mais tout le monde n'est pas prêt, pas encore. Et on est à 12 jours, Aris. Alors on se demande dans quel état physique sera le 11 pour cette finale face à Arsenal. Après, depuis le début de la saison, on se pose souvent la question avec cette absence de préparation. Et à chaque fois, ils nous ont épatés. En fait, ils ont sorti des valeurs. À Liverpool, au Bayern, et quand il a fallu faire le kilomètre supplémentaire pour aller défendre sur un ballon, il en fait. Je pense notamment à Agvara. Donc c'est vrai que l'équipe... Pacho, ça va faire très longtemps qu'il n'a pas joué, par exemple. Hakimi, pareil. Il y a des options dans cet effectif. Il y a beaucoup de polyvalence, donc faut pas s'inquiéter, je pense, plus que ça. Effectivement, c'est de la gestion. On sent que on fait souffler tout le monde. Ouais. Jonathan. Je pense qu'on verra le même 11 hors Safonov de Donnarumma que la saison dernière. J'ai mes peu de doutes là-dessus et je pense que pour le coup, tout le monde on l'entend de toute façon même dans le discours de Luis Enrique, que je trouve quand même plus engageant que l'année dernière pour cette finale de Ligue des Champions sur le côté historique. Je trouve que l'année dernière... Il veut marquer l'histoire. Oui, et c'est très... je sais pas comment le prendre, parce que l'année dernière, justement, il essayait un peu
on le voyait dédramatisé. Il y a eu des informations aussi comme quoi il ne voulait pas que les supporters, les ultras parisiens, attendent les joueurs pour pas justement mettre trop de pression. Et là, je trouve que dans la communication, justement, on parle beaucoup de l'histoire. Je crois que c'est en conférence de presse d'avant-match là, qui disait que l'année dernière, c'était même pas tant historique que ça. C'était bien de gagner la première, mais l'histoire, elle s'écrit maintenant. Je trouvais ça très fort Moi, je comme trouve propos. que ça déclare justement. Et en fait, la première, elle a marqué l'histoire du Paris Saint-Germain. Exactement. La deuxième, elle peut marquer l'histoire du foot. Et je pense que c'est ça qu'il veut faire. Mhm. Et tu parlais du 11 qu'il pourrait retrouver enfin, qui serait le même que celui de la saison passée pour la finale, hormis le gardien de but. Et je trouve ça beau, en fait. Parce que cette saison, on l'a pas eu, le 11 avec Hakimi à droite, avec Fabien Ruiz au milieu. Et le fait qu'il ait réussi à gérer tout son effectif et que pour la première fois de la saison, il soit disponible pour la nouvelle finale de Ligue des Champions, bah je suis peut-être trop poétique, mais c'est comme un peu un signe du destin, quoi. Et toute cette saison, il a fait en sorte que ce 11 revienne, Il n'a jamais pu y parvenir avant la date du 30 mai et la finale contre Arsenal. Est-ce que de l'extérieur, on a l'impression que cette équipe sera... Parce que face à l'Inter Milan, cette équipe était à 100%, à 110 000%. Enfin, en fait, comme l'a toujours dit Luis Enrique, il ne faut pas être à 120%, il ne faut pas être à 90%, il faut être à 100%. Là, de l'extérieur, quand on voit cette équipe, là, sur le papier, on n'a pas l'impression comme ça à se dire ils vont être à 100%. Et pourtant, il y a 12 jours pour se préparer. Non, pour moi, il ne faut pas s'inquiéter parce que franchement, là, tous les joueurs qui ont été mis un peu de côté sur les derniers matchs, c'est vraiment par précaution. Forcément, comme j'ai dit, avec cette double saison là qui était interminable, les organismes y tirent. Ça reste des humains. T'as beau avoir la meilleure condition physique du monde, à un moment donné, tu fatigues, les muscles fatiguent. Donc, s'il y en a qui ont des petites sensibilités à un moment donné, il faut les mettre au repos. Et quand on voit depuis 2 ans, même 3 maintenant, comment le coach il est capable de gérer ses joueurs et le physique de ses joueurs, pour moi, il n'y a aucune inquiétude à avoir sur le fait que les joueurs titulaires seront à 100% pour le match. Et forcément, en finale de Ligue des Champions, tu peux être à 80% physiquement, mais si la tête elle est à 120, 150, ça change tout. Luis Enrique l'a dit hier, c'est plus simple de motiver des gars pour un match de la finale de la Ligue des Champions que face derby, face au Paris FC. Juste par rapport à cette rencontre, donc le programme, les amis, pour bien comprendre, repos pendant 2 jours. Ouais. Ensuite, le Media Day. Donc, le Paris Saint-Germain organise, comme l'an dernier, un Media Day UEFA avec les joueurs du Paris Saint-Germain qui vont venir en zone mixte parler. Certains vont faire leurs obligations au prix des diffuseurs aussi. Beaucoup d'interviews à prévoir. Luis Enrique va aussi proposer une conférence de presse et il y aura un entraînement ouvert tout le long à la presse. Ça va être génial parce qu'on va tous y aller parce que comme c'est tellement rare que ça va être l'occasion de voir Deuxième fois cette saison. Deuxième fois, effectivement, ce qui est quand même assez fou et génial de voir ce que... Voilà, mais même le fonctionnement du campus, c'est les écrans géants, la nacelle là, pour qu'ils montent et qu'ils descendent, le coach pour qu'il regarde le match. Il y aura un match amical, il nous a été annoncé, donc après il y a la préparation à partir du mercredi, et donc match amical interne entre les deux équipes, entre les joueurs. Est-ce que c'est suffisant quand on se rappelle que l'an dernier, le Paris Saint-Germain avait eu sa finale de Coupe de France qui avait fait un petit peu monter le volume. Ils avaient joué 60 minutes, c'était suffisant pour battre Reims. Est-ce que juste un petit match comme ça pour garder le rythme, est-ce que c'est suffisant pour ce PSG, Aris ? Pas la même intensité qu'une finale de Coupe de France, par exemple. Tu joues contre tes copains, donc le duel, tu vas pas forcément y aller à fond pour pas le blesser et pour pas te blesser. Donc, est-ce que si l'idéal, je ne sais pas, si Luis Enrique estime que ça allait, on va lui faire confiance. Il a fait des miracles depuis qu'il est au club, mais je sais pas, je suis un peu dubitatif par rapport à ce match interne. Faut suivre le gourou, Alex, et se dire oui, je pense qu'il faut lui faire confiance en fait. Il sait ce qu'il fait, il sait où il va depuis le début, et après on voit sur le terrain que tout ce qu'il fait, ça lui donne raison. Donc même si à un moment donné tu te poses des questions, tu te dis il est un peu fou, machin. Tout marche, donc faut lui faire confiance, il sait où il veut aller. Je pense que comme tu dis, s'il fait ça aussi, c'est parce que c'est aussi dans la gestion des coups que tu peux recevoir. C'est sûr que si tu joues en interne, tu auras moins d'engagement que si tu fais un match amical contre n'importe quelle équipe qui, elle, même si c'est un match amical, va vouloir répondre présent face au PSG et peut-être va avoir un peu trop d'engagement et blesser un joueur avant une finale. Ce serait quand même bête
de faire ça avec un match amical, entre guillemets, un peu bidon, même si c'est pour préparer ta finale. En sachant que ça aurait été compliqué peut-être de trouver un amical, parce que comme ils sont tous partis en vacances, les Ligue 1, Ligue 2, c'est... Excusez-nous, est-ce que vous pourriez rester non, j'ai pris mes réservations. Jonathan, tu voulais réagir? Non, mais je rejoins parfaitement ce que disait Alexandre, d'autant que moi je me rappelle, parce qu'on a le bon exemple de la saison dernière de la finale de Coupe de France, qui s'était très bien passé avec une victoire, etc. Mais en 2020, avant le Final 8, tu as un Saint-Etienne PSG avec Mbappé qui se fait la cheville. Oui, c'est vrai. Et il n'est pas à 100% pour le Final 8 et on connaît la suite. Donc en soi, moi, vu la saison, et t'en parlais tout à l'heure justement, le fait qu'on a eu 2 saisons en une, ou plutôt une saison en 2, j'avoue que moi, 2 semaines pour vraiment bien se refaire physiquement, préparer mentalement, physiquement, avoir les organismes au top à 100% pour le 30 mai, moi ça me va plutôt bien. Et effectivement, un match amical pour se défouler un peu, pour se dégourdir un peu les jambes. Mais tu parlais tout à l'heure du Media Day. Je trouve qu'il faudrait vraiment que les gens voient l'entraînement, parce que je pense que pour tous ceux qui ont été ici, je trouve que c'est impressionnant quand même. Hein. Techniquement, les entraînements du Paris Saint-Germain, quand tu les vois, et Alexandre est bien placé pour le savoir, avoir vécu. Techniquement, tu vois des choses quand même et tu te dis... Ah oui, d'accord, je comprends pourquoi c'est une des meilleures équipes d'Europe. Ça joue à un niveau exceptionnel. L'exigence aussi de l'entraînement avec Luis Enrique qui est sur sa nacelle, qui redescend, qui va replacer ses joueurs. C'est vraiment à voir. Et je crois que c'est à 17h30, c'est ça, mercredi. Vraiment, ouais, c'est ça. Vraiment, je conseille les gens de se brancher sur la chaîne YouTube du PSG de voir, parce que vraiment, ça vaut le détour. Hein. C'est super. C'est vrai que c'est... Ouais, d'autant que l'entraînement qui est ouvert à la presse... c'est pas celui où ils travaillent avec le plus d'intensité et d'indication. Forcément, il va pas aligner son 11 titulaire pour travailler la mise en place devant toutes les caméras. Mais oui, pour en revenir à est-ce qu'il faut faire un match amical ou non, moi je fais confiance à Luis Enrique, et j'ai le sentiment, quand je regarde un peu là la planification et le programme de la semaine, que Luis Enrique estime qu'il doit surtout donner du repos à ses joueurs. Il y a 3 jours de repos attribués cette semaine, donc aujourd'hui, demain et dimanche, probablement des séances avec une intensité assez variable, je suppose, et quand on regarde aussi les temps de jeu de ces joueurs, il y en a une vingtaine qui sont à plus de 2000 minutes. Donc j'estime que, et je pense que, il estime que ces joueurs ont plutôt besoin de retrouver de la motivation, à l'image de ces déclarations d'hier après la défaite, mais que physiquement, certains ont peut-être besoin un peu plus de souffler, de décharger, de recharger les batteries. Et de toute façon, on aura après le programme pour la semaine d'après, donc la semaine de la finale de Ligue des Champions, qui devrait, lui, monter en intensité un peu plus. Une chose, j'étais en train de regarder le programme. Arsenal joue ce soir face à Burnley. Justement, et si jamais ils viennent à gagner, normalement, est-ce que ça passera toujours pas? Ça dépend en fait du match de mardi de Manchester City qui joue contre Bournemouth. Si City bat Bournemouth et qu'Arsenal aussi bat Burnley ce soir, ça va se jouer donc sur la dernière journée. D'accord. Donc Arsenal, donc ils ont encore la pression. Donc je pense qu'il faut être derrière Manchester City sur les 2 dernières journées. Comme ça peut mettre la pression sur Arsenal, qui est obligé de mettre son équipe type, et c'est ce qui a fait qu'il y a eu un peu de casse avec Ben White par exemple qui s'est blessé, Calafiori aussi, et à suivre aussi par exemple l'évolution de Timber qui est peut-être de retour avec le groupe, mais ça c'est encore à surveiller. Voilà, j'ai toujours aimé Manchester City, ça a toujours été des frères, même en 2015-2016. C'est ça, non, je laisse leur survêtement, pour les gens du Sud. C'est Chelsea ou Manchester, je me rappelle plus, ou le Bayern, ou le Real, ou Dortmund, pas mal. Et ils ont une collection chez eux, c'est quand même assez fou. Quand on entend le repos, là j'en profite que tu as vécu dans le groupe, Alexandre, quand ils demandent le repos, est-ce qu'ils vous donnent des consignes? Ou est-ce que vous avez tout compris, il faut rester tranquillement casanier à la maison et il ne faut pas partir Parce qu'avant, une certaine époque, que tu as connue aussi, Alexandre, quand il y avait 2 jours de repos, tu regardais les stories et tu regardais Instagram et tu étais là, waouh, oh, voilà, oh là là, ils sont tous partis. Et je parle pas de la famille Letellier, bien évidemment, mais il y en avait quelques-uns qui partaient très très loin pour 2 ou 3 jours. Là, j'ai l'impression qu'on a un peu des moines soldats. Est-ce qu'il y a des consignes? Du côté de l'Italie, du côté de Regina, quelque chose comme ça. C'est ce que je me disais. Quelle sombre époque. Non, je pense que le coach il fait confiance à ses joueurs. Il donne pas de consignes. Il dit juste de pas prendre de risques. Parce que je sais que ma première année avec lui,
pour l'avoir vécu, dès qu'on avait des jours de repos, on partait à l'étranger. Moi, je suis parti à Rome, je suis parti là, etc. Enfin, tu bouges parce que tu as besoin aussi de voir autre chose. Parce que si tu as 4 jours de repos, mais pour rester à la maison, autant être sur le terrain. Et du coup, je pense qu'il leur fait confiance et que au fur et à mesure des séances, il va monter en intensité parce qu'il n'y aura pas aucune intensité avec ce coach à l'entraînement. Peut-être qu'il va réduire le temps d'entraînement. Parce que vaut mieux une séance de 30-45 minutes très intense plutôt qu'une rallonge qui peut être même pénible pour les joueurs au vu du nombre de matchs qu'ils ont joué. Donc je pense que voilà, dans sa gestion et dans la confiance qu'il a en ses joueurs, il sait comment faire et les joueurs lui rentrent sur le terrain. Et en tout cas, je vous conseille de suivre la petite famille Neves, parce que eux, c'est les Erasmus. Donc normalement, ils avaient fait Vienne il n'y a pas longtemps, donc je pense qu'ils vont partir ailleurs sur un week-end. On les suivra dans les jours qui viennent. En tout cas, Neves qui sera au Louvre le vendredi soir avec Madalena et qui le lendemain traumatisera Declan Rice. C'est ça. Il y a une vidéo qui tourne de la compagne de Joao Neves qui est avec le tambour du CUP, du collectif Ultra Paris, en train de faire chanter les supporters, puisque le Paris Saint-Germain a quand même fait une petite célébration après près du Parc des Princes pour quand même faire quelque chose d'un peu plus festif que ce que l'on a pu voir du côté de, j'allais dire Charles-et-Thibin, ça c'est leur ancien stade du côté de Jean-Bouin. C'était, désolé, c'était pas une balle. Pour le coup, je voulais même pas mettre une balle, c'était juste l'ancien stade. Les amis, on va terminer là-dessus. On termine là-dessus, oui, parce qu'en fait, je suis en train de regarder, mais oui, normalement, on doit rendre le studio à ce moment-là. Et oui, c'est ça le problème. Ne vous inquiétez pas. Juste un conseil. Avant de se dire au revoir, juste un conseil, suivez la chaîne, abonnez-vous, on est en train de vous préparer des programmes dans tous les sens, et il va y avoir plein de choses qui vont arriver, des invités géniaux avec notre ami Pia Clément, il va y avoir des tribunes aussi, et puis on est même en train d'essayer de trouver le concept pour vous faire un tribune PSG en live de Budapest. Voilà, on est en train de chercher de comment vous préparer tout ça. Allez, il est temps de se dire au revoir. Voilà, 100% PSG, la tribune, c'est terminé pour aujourd'hui. Un grand merci à Aris Djenadi, à Alexandre Letellier, à Ilyes Peters et à Jonathan Ben Sadoun. Merci messieurs d'être venus échanger sur l'actualité du Paris Saint-Germain, un PSG qui est désormais pas en vacances. Eh bien non, c'est tous les autres clubs qui sont en vacances, sauf le PSG, puisqu'il y a la finale Ligue des Champions. On va vous proposer bien évidemment plein de programmes sur notre antenne. Rejoignez-nous sur Ici Paris Île-de-France, mais aussi sur notre chaîne YouTube. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Abonnez-vous, likez ce programme que l'on vient de vous proposer. Et puis demain matin, vous retrouverez sur l'antenne d'Ici Paris Île-de-France la chronique, le billet de Romain Bédouc à 8h40. Celui de ce matin a bien marché. Il prend un léger bouillon avec son avis très tranché sur ces célébrations un petit peu claquées du côté de la LFP. Merci à toutes et à tous. Merci à Diana qui a réalisé ce podcast, qui a réagi. Je la voyais sourire, rigoler de nos petites bêtises quelquefois. Et en tout cas, merci à toutes et à tous de votre fidélité. Il est temps de débrancher ce podcast.